Je me permets de donner la parole à Madame Magnin, si elle veut bien se joindre à moi, donc, qui est la conservatrice générale donc, du patrimoine, directrice du laboratoire de recherche des monuments historiques, qui va contribuer donc, à la présentation de la chimie des matériaux, à l'alchimie des équipes. Et puis Monsieur Liévaux, s'il le veut bien, lui-même conservateur du patrimoine. Donc, et je leur donne à tous les deux la parole. Merci. Je vais tâcher de faire court, nous allons tâcher de faire court, mais nous avons quand même quelques messages à faire passer. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation à contribuer à l'élaboration de ce colloque. Vous pouvez tomber le masque devant le micro, de ce très beau colloque. Et le micro n'est pas contaminable. Oui, c'est vrai, et je suis suffisamment éloigné du premier rang pour ne pas risquer de contaminer les autres, j'espère. Et pour nous avoir invités, Aline Magnin et moi-même, à contribuer à cette ouverture de colloque. Le titre que nous avons donné à notre intervention, de la chimie des matériaux à l'alchimie des équipes, est évidemment un jeu de mots, mais nous allons tenter de vous démontrer qu'il s'agit véritablement d'une réalité. Je voudrais revenir un instant sur cette émotion qui a été évoquée à plusieurs reprises le soir du 15 avril 2019, lorsque nous avons vu brûler la toiture de Notre-Dame de Paris. Évidemment, un monument aussi emblématique a déclenché au sein de la communauté des chercheurs des réactions immédiates, puisque très rapidement, le CNRS a reçu des offres de services, des responsables de grands organismes, de grands instruments de recherche. Je pense par exemple au Synchrotron Soleil, ont proposé de se mettre à disposition du monument. Et c'est une mobilisation qui s'est cristallisée sous la forme d'une association, très rapidement, l'association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris, qui a rassemblé quasi instantanément, je crois, plus de 250 chercheurs de tous horizons, depuis les historiens de l'art et les archéologues jusqu'aux paléoanthropologues, sociologues, physiciens, informaticiens et bien entendu des chimistes. Et il est apparu rapidement que si les initiatives lancées par les chercheurs de toutes ces disciplines soucieux d'apporter leur contribution à la connaissance et à la restauration du monument pouvaient être du plus grand intérêt, voire une aide précieuse, elles devaient être impérativement coordonnées. Et donc c'est à cet effet, et pour accompagner cet élan, organiser la vaste activité de recherche qui s'annonçait, que le CNRS et le ministère de la Culture, qui sont liés depuis 1992 par un accord cadre pour la recherche culturelle, ont mis en place une petite équipe de coordination qui est chargée de mettre en œuvre un chantier scientifique en pendant du chantier de restauration. Et donc, outre Aline Magnin et moi-même, cette équipe est constituée de Martine Regère et de Philippe Dinman, qui est ici dans la salle et qui prendra la parole plus tard, du côté du CNRS. Cette petite équipe de coordination se réunit chaque mois en présence de représentants de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage pour assurer au mieux le couplage avec les opérations de restauration. Et je voudrais souligner les excellentes relations que nous entretenons avec l'établissement public grâce au général Georgelin et à ses équipes. Le grand intérêt aussi que les architectes qui ont déjà été cités, Philippe Villeneuve, Pascal Prunet et Rémi Froment, ont tout de suite manifesté pour ce chantier scientifique. Et le CNRS a commencé par faire ce qu'il fallait faire, un état des lieux des connaissances et des compétences mobilisables, par le biais d'un questionnaire qui a été envoyé au laboratoire de recherche. Et je voudrais dire aussi que le financement de ce chantier scientifique, parce que c'est quand même un élément important de la chose, n'est pas assuré par les dons, cette manne qui s'est déversée sur Notre-Dame, puisque ces dons sont destinés, et le général Georgelin me reprendra si je me trompe, en grande priorité, même en exclusivité, à la restauration, mais essentiellement par des budgets du CNRS, du ministère de la Culture, de l'Agence nationale de la recherche et de la Commission européenne. En fait, si Notre-Dame de Paris est très bien connue du grand public en France et ailleurs, comme en témoignent les millions de visiteurs que l'édifice recevait avant l'incendie et toutes les réactions venues du monde entier le soir même de l'incendie, elle est paradoxalement moins bien connue scientifiquement
bien qu'elle ait déjà fait l'objet de nombreuses études historiques. C'est surtout sur le plan de sa matérialité que peu d'études scientifiques avaient été réalisées. Même si des relevés de la charpente, des captations numériques ou encore acoustiques, de même que quelques datations d'ordre chronologique avaient heureusement été réalisées avant l'incendie. Le caractère emblématique de ce monument à l'échelle planétaire, sa forte dimension européenne et mondiale, notamment pour le Moyen-Âge gothique et le XIXe siècle romantique, l'impact médiatique de la catastrophe qui l'a touché sont à la fois des atouts pour la recherche, mais aussi un défi à plusieurs égards. Quelques mots quand même sur le chantier scientifique, son organisation en groupe de travail thématique qui associe, ça a été dit, des chercheurs du CNRS, du ministère de la Culture, de l'université, français mais aussi étrangers, qui constituent autant d'ateliers travaillant dans un esprit d'ouverture et d'interdisciplinarité. Ils sont aujourd'hui au nombre de 9, ces ateliers, ces groupes de travail consacrés au bois, à la pierre, au métal, au génie civil et au calcul de structure, au verre, au décor, à l'acoustique et à la musicologie, à l'anthropologie, c'est le groupe Émotion patrimoniale, et aux données numériques. Et à titre d'exemple, ce dernier groupe de travail dirigé par Livio De Luca, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, réunit aujourd'hui une vingtaine de scientifiques qui œuvrent à la construction d'un écosystème numérique qui sera un outil clé pour l'étude scientifique et la restauration de la cathédrale, puisqu'il intègre progressivement toutes les données, les informations et les connaissances provenant de plusieurs sources. Je voudrais aussi souligner que la recherche sur les matériaux et sur les structures peut se baser sur l'extraordinaire travail qui a été réalisé par la Conservation régionale de l'archéologie et par le Laboratoire de recherche des monuments historiques, travail de tri des vestiges, qui a fait en sorte une opération de transmutation, c'est-à-dire que ce qui était des gravats est devenu des vestiges, et des vestiges qui sont documentés, qui sont géolocalisés, et qui sont aujourd'hui stockés et accessibles aux chercheurs, et qui constituent un corpus extraordinaire pour de très nombreuses recherches dans les années qui viennent, aujourd'hui bien sûr, mais aussi dans les années qui viennent. Un autre point très important, c'est la possibilité pour les scientifiques d'accéder au chantier de Notre-Dame. Et ce n'est pas sans poser de difficultés, car il ne s'agit pas d'entraver, bien entendu, la bonne marche du chantier et l'établissement public. Nous, à travers un dialogue très constant, très continu et tout à fait ouvert à cet accès qui est évidemment essentiel. En ce qui concerne les groupes de travail, eux-mêmes ne travaillent pas du tout en silo. Ils sont au contraire incités à fonctionner dans la plus grande transversalité. Et donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour que les chercheurs, stimulés par la diversité d'approches et de points de vue sur la cathédrale, ouvrent de nouvelles voies pour la recherche qui auront des retombées bien au-delà de ce chantier. Parce qu'il s'agit à la fois d'une recherche pour Notre-Dame, qui est susceptible d'apporter des informations précieuses et rapidement mobilisables par les différents acteurs chargés de restaurer l'édifice, mais aussi d'une recherche sur Notre-Dame. Et il s'agit de saisir l'opportunité de cet événement traumatisant pour en faire positivement une occasion d'approfondir et de renouveler la connaissance sur cet édifice, sur son histoire, son environnement, son impact sur la société et plus largement sur toutes les cathédrales et sur le patrimoine monumental. Il est certain que des affinités scientifiques sont apparues, des habitudes de travail conjoint ont été prises dans ce chantier scientifique. Toute cette alchimie humaine dont nous pensons que les effets perdureront au-delà de sa durée jusqu'en 2024. Cela conforte le développement en France de ce qu'on appelle désormais les sciences du patrimoine, en anglais Heritage Science, à l'émergence desquelles le ministère de la Culture, avec le CNRS, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et l'Agence nationale de la Recherche, la Fondation des sciences du patrimoine, ont beaucoup œuvré en s'appuyant sur un solide réseau universitaire. Ces sciences du patrimoine constituent désormais un écosystème qui permet à notre pays d'être un leader dans ce domaine,
aussi bien au plan européen qu'international. Et elle constitue un domaine de recherche à part entière, dont la définition a été donnée en anglais il y a maintenant quelques années par un groupe de chercheurs européens. C'est une définition qui est particulièrement englobante, d'où son intérêt. Elle est reprise par l'ICROM, qui est le Centre international pour la conservation et la restauration des biens culturels, qui est l'une des principales ONG de la sphère patrimoniale, dans la formulation suivante, je cite, « Les sciences du patrimoine constituent un domaine de recherche interdisciplinaire couvrant les sciences humaines et les sciences. Elles se concentrent sur l'amélioration de la compréhension, de la prise en charge et de la gestion du patrimoine culturel, à la fois matériel et immatériel, afin qu'il puisse enrichir la vie des gens, aujourd'hui comme dans le futur. » Évidemment, parmi ces sciences, la chimie occupe une place importante par l'approche des objets patrimoniaux dans leur matérialité. Elle est aussi fortement sollicitée pour la compréhension, la conservation et la restauration, et tout particulièrement aujourd'hui dans le contexte du changement climatique et des enjeux de la conservation verte qui respectent l'environnement et le vivant. Je vais maintenant passer la parole à Aline Magnin. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Léger. Si vous voulez bien rester ici, Mme Magnin, si